Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mémoire du XIXe siècle. Déjà paru. Jean Goasguen, médecin de marine au Sénégal, 1882 à 1884. Souvenir de Louis Carrade, 2014. Auguste von der Eden, mon évasion du camp de Mayence durant la guerre de 1870, 2013. Pierre Allorant, Jacques Rézal, un médecin dans le sillage de la Grande Armée, correspondance entre Jean-Jacques Ballard et son épouse Ursule demeurée en France, 1805 à 1812, 2013. Préambule. Chacun doit agir comme si une réforme véritable était possible dans nos esprits et dans nos cœurs. Mais je t'avoue qu'en cela, comme en beaucoup d'autres choses, la foi me manque, et je sens bien que jamais je ne soulèverai de montagne. Ainsi se termine la dernière lettre de Ferdinand Fouquet publiée dans ce recueil, au 15 septembre 1871. Plus d'un an a passé depuis la première lettre que nous découvrons, quand nous ouvrons avec curiosité et envie le livre de cette correspondance familiale. Et quelle année! L'année terrible. Celle de la guerre franco-prussienne, de la défaite française, de la capitulation, de la fin du Second Empire et de la proclamation de la République, celle du siège de Paris par les Prussiens pendant l'automne et l'hiver 1870 à 1871, celle de l'insurrection parisienne de la Commune et de sa répression. Chacun sentira le découragement de Ferdinand Fouquet en septembre 1871, mais au fil de la correspondance, il comprendra à quel point ces longs mois marquèrent profondément ceux qui les vécurent. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, les historiens ont investi de nouveau la période de la Commune de 1871, en cherchant à renouveler les approches, et en multipliant les perspectives. À une époque où les dates anniversaires sont un des truchements de réactivation de la mémoire collective, l'année 2011, celle des 140 ans de l'insurrection, a aussi donné l'occasion de redécouvrir cette période par le moyen d'expositions, de conférences, de colloques. Les diverses manifestations ont attiré un public important, curieux de comprendre cette tragédie de notre histoire nationale, souvent oubliée, méconnue ou mal connue, ou faisant l'objet d'une mémoire sélective ou déformée. Dans le même temps, les mémoires et les souvenirs des acteurs de l'insurrection font l'objet de rééditions qui permettent d'accéder facilement aux témoignages de ces protagonistes, à leurs espoirs et à leurs illusions, à leurs défaites et à leur destin. Les publications se suivent, jusqu'à la récente reparution des Souvenirs d'un révolutionnaire de Gustave Lefrançais. Pourtant, le souvenir de cette année terrible, qui fut en son temps évoqué avec force par Victor Hugo, reste souvent confus. Les images d'Épinal de notre enfance se télescopent et l'on ne sait plus très bien, parfois, quand et pourquoi Gambetta partit en ballon de Paris, quand et pourquoi les Parisiens furent obligés de manger du rat et du chat, quand et dans quelles circonstances l'insurrection parisienne se déclencha et prit fin. Car si l'historiographie de la Commune est en développement et en renouvellement, celle de la guerre de 1870 à 1871 et du siège est moins fournie. Certes, les ouvrages sont plus nombreux ces dernières années et de jeunes historiens se sont lancés dans des recherches sur le sujet. Les études existent, faisant notamment la part belle à une réflexion sur la guerre en ce dernier tiers du XIXe siècle. Rien de comparable néanmoins avec ce qui paraît sur la Grande Guerre et ses horreurs. Souvenirs et mémoires des acteurs de la Commune, lettres et approches du quotidien des poilus. Mais, au-delà des images communes et parfois brouillées de la guerre de 1870 à 1871 et du siège, que connaît-on exactement des 134 jours d'encerclement, du 19 septembre 1870 au 29 janvier 1871 ? Que connaît-on aussi de la vie de la province, une fois les défaites des armées évoquées ? Que connaît-on de l'après, de ces quelques mois entre la signature de l'armistice le 28 janvier et le déclenchement de l'insurrection ? Nous ne sommes pas sans sources et sans archives, sans témoignages imprimés et facilement accessibles, sans représentation imagée. Au journal des Goncourt, qui nous livre les impressions particulières d'Edmond, resté à Paris pendant toute cette année terrible, sont venues s'ajouter des éditions inédites ou des rééditions de journaux et mémoriaux de particuliers qui ont vécu le siège de la capitale. Ainsi le lecteur pourra-t-il se plonger dans le journal du siège de Paris de Jacques-Henri Paradis, réédité en 2008 après une première édition en 1872, ou dans les griffonnages quotidiens d'un bourgeois du quartier latin,
1869 à 1871, édité de nouveau en 2011 après l'édition de 1895. Des souvenirs sont également republiés. Ces écrits nous donnent à voir de façon complémentaire, chacun à leur façon, des instants de vie de Paris et des Parisiens pendant le siège. Pour paraphraser un compte-rendu publié en 1895 à l'occasion de l'édition des Griffonnages d'Henri Dabo, il nous offre une photographie vivante de ces mois où l'ordinaire devait continuer dans l'extraordinaire. Photographie vivante que complètent remarquablement les aperçus que l'on retrouve dans le très bel ouvrage Images du siège de Paris, paru en 2010 et comprenant croquis et photographies de ces 4 mois et demi. C'est une plongée saisissante dans un passé qui ne peut qu'émouvoir. Car à la lecture des pages griffonnées, il faut bien parler d'émotion, une émotion vive, de plus en plus forte au fur et à mesure des jours quand la lumière baisse de plus en plus, une émotion qui se maintient encore quand les pages sont refermées. Qu'on ne s'y trompe pas pourtant, ces journaux et ces souvenirs sont également destinés à la postérité. Sans parler de Goncourt, leurs auteurs les ont publiés, les manuscrits ont quitté le secret familial, et au-delà des descendants, les destinataires devaient embrasser un plus large spectre. Ces bourgeois de Paris assiégés sont des chroniqueurs et offrent à ceux qui voudront les lire, dans le présent et l'avenir, leur chronique de l'année terrible. Aussi l'émotion est-elle encore plus vive quand le lecteur, qu'il soit historien ou non, peut approcher des manuscrits restés enfouis dans les sables familiaux, cachés, dormant ou mourant dans des boîtes, des coffres, des bibliothèques, des armoires, des greniers ou des caves et découverts ou sauvés par le hasard, soignés et apprivoisés par des descendants curieux, des libraires passionnés ou parfois des historiens explorateurs de vente. C'est cette émotion que nous procure la correspondance entre Ferdinand Fouqué, Marie Fouqué, sa femme, et Louise Lecoeur, la sœur de cette dernière. Source extraordinaire, car il s'agit d'une véritable correspondance quotidienne pour des destinataires familiaux ou amis, choisis, et non d'un journal ou de mémoire, parce qu'elle se déroule en plusieurs temps et plusieurs lieux, enfin parce qu'elle est un trésor familial que les descendants des familles Fouqué-Lecoeur, et en particulier Claire Tissot, ont choisi de reconstituer pour offrir ce fragment de vie, témoignage d'une période riche et mouvementée mais finalement assez peu connue de notre histoire, à un large public. Si la correspondance que le lecteur trouvera ici se termine le 15 septembre 1871, le roman familial continue et prend les allures d'une véritable enquête. L'histoire de cette chasse aux lettres, de leur retranscription et surtout de la reconstitution d'un ensemble cohérent, est absolument passionnant. Claire Tissot évoque dans son introduction sa lecture de certaines de ses missives dans les années 1950, alors qu'elle était en vacances chez une de ses tantes, puis la découverte d'un autre morceau de ce puzzle au domicile d'une autre tante, décédée en 1989, et enfin la recherche des morceaux manquants chez les différents héritiers des familles Fouqué et Lecoeur. C'est cette quête longue et tenace qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à ce corpus cohérent, un ensemble de 199 lettres, allant du début du mois d'août 1870 au mois de septembre 1871. Grâce au travail minutieux et remarquable de Claire Tissot, nous sommes parfaitement guidés dans ce qui aurait pu être un labyrinthe. Suivons donc le fil d'Ariane, ou plutôt ceux de Ferdinand, Marie et Louise. Nous dirons juste quelques mots, avant que le lecteur aborde la présentation précise faite par Claire Tissot et se plonge dans la lecture de ce courrier provoqué par des circonstances exceptionnelles. Ferdinand Fouqué a une quarantaine d'années en 1870, sa femme Marie est dans la trentaine, le couple a 4 enfants et toute la famille Fouqué-Lecoeur habite une maison située dans le 14e arrondissement, près de Port-Royal. Dans la maison familiale de la rue Humboldt, vivent Ferdinand, Marie Fouqué et leurs enfants, et la famille de Marie, les Lecoeur, sa sœur Louise qui a le même âge que Ferdinand, sa mère, ses 2 frères et leur famille, les étages étant répartis entre les différents groupes familiaux. Les grands-parents Fouqué sont eux, dans la Manche, à Mortain, ville natale de Ferdinand. Nous voyons là évoluer une famille de la bourgeoisie. La maison abrite aussi une entreprise de menuiserie, fondée par le père Lecoeur, décédé, et dirigée par Louise Lecoeur. Bourgeoisie économique et bourgeoisie intellectuelle, puisque Ferdinand Fouqué est vulcanologue de haut rang, et sera nommé en 1877 professeur au Collège de France, élu en 1881 à l'Académie des sciences. Les frères Lecoeur sont architectes, Jules est devenu artiste peintre, les Lecoeur ayant dans leur connaissance et amitié Auguste Renoir.
Le premier ensemble de lettres concerne la période qui va du 9 août au 4 septembre 1870, le deuxième celle qui va du 5 septembre 1870 au 7 février 1871, le troisième celle qui va du 9 février au 10 mars 1871. Enfin, le recueil se termine par un épilogue. Il s'agit d'une correspondance entre Ferdinand Fouquet et son ami Édouard Barbet, ayant lieu entre le 17 mars et le 15 septembre 1871. Napoléon III déclare la guerre à la Prusse en juillet 1870. Lorsque nous débutons la lecture de cette correspondance, la guerre a lieu depuis peu de semaines, mais les défaites françaises commencent. Début août, Ferdinand Fouquet est parti avec sa famille à Mortain, la mettant à l'abri des difficultés qu'il envisage. Ils correspondent quotidiennement avec Louise Lecoeur, restée dans la capitale et dirigeant la menuiserie. On plonge alors dans ce qu'est sa vie à Paris, tandis que les défaites se multiplient et que les Fouquet suivent la guerre de leur province normande. Le lecteur verra avec un certain frisson les défaites se succéder et le siège arriver, sous la plume de Louise surtout. Louise raconte la fuite des Parisiens pour la province, la fuite des habitants de l'Est pour la capitale, puis celle des paysans du pourtour de Paris qui veulent rentrer dans la ville avec leurs bestiaux que l'on trouve aux barrières, Montrouge, Bourg-la-Reine, etc. commence à arriver, écrit-elle à la fin du mois d'août. Elle s'inquiète des denrées à stocker et de leur prix, elle se prépare au siège. Louise est partout, elle s'occupe aussi de la menuiserie. Dès août, elle se consacre aux affaires et au commerce, elle recherche des travaux à effectuer, démarche pour faire des baraquements, des travaux pour les fortifications, va voir les hommes, les militaires qui pourraient lui donner des marchés, elle obtient de faire des barrières, notamment dans le jardin des plantes pour y parquer du bétail, elle achète du bois et le fait entrer dans Paris. Elle suit les sermons du pasteur Coquerel, elle le seconde dans son projet d'organiser une ambulance. Elle écrit, fait part de son quotidien, de ses préoccupations et aussi de ses idées politiques. Ferdinand partage avec elle son désaveu des militaires, son rejet de l'Empire, son opposition à Trochu. Le 4 septembre 1870, elle peut noter en tête de sa lettre « Nous voici en République ». On dit que tout s'est bien passé. Ses correspondants Ferdinand et Marie suivent ses préparatifs de loin. Ils ont à cœur de savoir si toutes les provisions sont faites, ils s'inquiètent de la grand-mère et tiennent Louise au courant de leur vie de province. Les mobiles, l'espoir de mettre sur pied un corps de francs-tireurs, les rumeurs sur les espions prussiens, etc. Cependant Ferdinand, républicain et patriote convaincu, désire être utile à Paris pendant le siège qu'au fond tous prévoient. Marie reste en province avec les enfants et sa belle famille, Ferdinand rentre rue Humboldt. Ainsi se justifie le second ensemble de lettres, le plus important, sans courrier dont la plus grosse partie est envoyée de la ville assiégée, par ballon, entre septembre 1870 et fin janvier 1871. Une dizaine de lettres est écrite début septembre, avant le début du siège. Ferdinand Fouquet rend compte de l'activité en vue de l'encerclement ou de l'entrée des Prussiens dans la capitale, on ne sait pas encore. Il observe les bourgeois et les gens riches, qui filent en grand nombre, se désolant de leur lâcheté, et multiplie les recommandations à sa femme dont il ne sait pas quand il la reverra, surveiller le travail des enfants, les éloigner du cléricalisme. Le mode de correspondance utilisé pendant les semaines et les mois qui suivent réveille à lui seul notre imaginaire de la guerre de 1870. Mais la réalité est rude. Envoyer des lettres au poids le plus léger possible par ballon monté, ne pas savoir si le correspondant, la correspondante ici Marie restée à Mortain, les aura reçus, ne rien recevoir ou juste une ou deux dépêches arrivées de province par pigeon quand la chance vous sourit, dépêches laconiques qui disent juste l'essentiel, jalouser un peu les amis qui ont eu plus de chance que vous, telles sont les notes qui rythment la vie rue Humboldt. Il faut saluer toutes ces fines annotations que nous offre Claire Tissot, qui nous font imaginer les départs des États-Unis, du Céleste, de l'Armand Barbès ou des autres ballons, tandis que nous sommes déçus avec les connaissances de la famille devant leurs échecs à faire partir leurs ballons particuliers. Surtout, avec ce gros ensemble de lettres envoyées de Paris, nous vivons le siège au jour le jour suivant l'angoisse de Ferdinand et de Louise qui écrivent leur quotidien en ne recevant pas ou presque de réponse de Marie. Mais la situation est moins rude pour cette famille bourgeoise que pour beaucoup de Parisiens. C'est ce que montrent bien des témoignages d'hommes et de femmes de milieux populaires. Ferdinand Fouquet voit ses journées rythmées par son travail dans 2 ambulances,
par la recherche de salpêtre et la direction d'une équipe chargée de le gratter dans les caves du 14e, puis dans les alentours, dans le but de fabriquer de la poudre, par ses quêtes pour la fabrication de canons. La construction de baraquements continue, et s'y ajoute celle de brancards. La famille dispose de quoi se nourrir, les provisions sont faites, elle a des animaux dans le jardin, elle obtient aussi un approvisionnement par l'intermédiaire de l'ami Barbet. Certes, on se nourrit de cheval et le vieux chat Alphonse est finalement sacrifié, mais personne n'a faim. La famille a également de quoi se chauffer, elle a le bois de la menuiserie, entreposé dans les catacombes. Ferdinand vaccine son entourage contre la variole, qui sévit à Paris. Lorsque le bombardement commence, la chambre de la grand-mère qui ne pourrait suivre dans un éventuel abri dans les catacombes, est protégée. Et les obus sifflent mais tombent plus loin. Ferdinand Fouquet parle peu des très grandes difficultés du siège pour les plus pauvres. Il les voit mais de loin semble-t-il. Ainsi évoque-t-il, par exemple, les femmes faisant la queue dehors, devant les boucheries fin novembre 1870, le gaz des particuliers coupé et le froid qui sévit à partir de la fin décembre, poussant les pauvres gens à abattre les arbres des boulevards et finalement début janvier, la souffrance de ceux qui n'ont pas d'autre chose à manger que du pain ou de ce qui fait office de pain, la famine qui pourrait arriver et qui aboutirait à la capitulation. Car ce que l'on ressent au fil des lettres, c'est le découragement gagné. Le manque de confiance envers Trochu, les militaires, toutes les vieilles croûtes de l'Empire, les chefs mous et là dès le début. Mais les premières missives qui se réjouissent du patriotisme de Paris, du bon esprit public et de l'énergie des Parisiens, font place à la désolation face à l'incapacité à utiliser cette énergie et face à la mauvaise volonté des dirigeants, puis à l'accablement face aux échecs des sorties, à l'attitude de Trochu, mais aussi au désordre qui règne, à l'indiscipline de la garde nationale, des mobiles et de la ligne, à la lâcheté généralisée. La signature de l'armistice le 28 janvier 1871 signe pour lui, comme pour le plus grand nombre des républicains patriotes, la honte et l'infamie. Le siège levé, Ferdinand Fouquet quitte Paris début février pour rejoindre sa famille, tandis que les Lecœur restent dans la capitale. Ainsi s'explique le troisième ensemble de lettres, une correspondance s'établissant entre d'un côté, Louise Lecœur et Félicité Lecœur, la grand-mère, et de l'autre, les Fouquet en famille à Mortain. Ainsi Ferdinand Fouquet, et parfois sa femme, peuvent-ils s'épancher sur la province et sur les paysans normands, honnis par cet intellectuel parisien, qui croit en la République de la raison. Quand Gaston Crémieux s'exclame majorité rurale, honte de la France, devant l'Assemblée à majorité monarchiste qui conspue Garibaldi, Fouquet fait écho. Les provinciaux ne sont que des lâches et des égoïstes, la Manche à Gambetta et la République en horreur, veut la paix à tout prix, et les paysans qui détestent les Parisiens se présentent sans vergogne comme les plus grandes victimes de la guerre. Les mobiles et soldats bretons qui refluent par Mortain ne sont que des ivrognes et des débandés. Rien d'étonnant dès lors que la famille se décide à regagner Paris en mars. C'est l'épilogue de ce recueil, 7 dernières lettres, alors que les Fouquet-Lecœur, réunis à Paris, vivent l'insurrection du 18 mars et les débuts de la Commune, avant de fuir et de s'installer à Palaiseau à la mi-avril. La correspondance se fait avec Barbet, qui, pendant le siège, a vécu avec sa femme dans la maison de la rue Humboldt. 7 lettres seulement, mais l'on a pu voir les inquiétudes de Ferdinand Fouquet et de Louise Coeur face à l'extrême gauche parisienne montée au fil des mois. Ferdinand le répète dans sa correspondance, il est favorable à une république tranquille et désapprouve les républicains exaltés. Il a horreur des démagogues et des gens de Belleville, des agitateurs qui réclament la Commune. Et à la veille de l'insurrection, il écrit « Paris est tranquille, mais je m'attends prochainement à des émeutes. » Soulignant les affaires qui ne reprennent pas, la misère qui pourra pousser au trouble, l'hostilité envers l'Assemblée, la volonté de l'armée et des conservateurs de réduire la capitale, le futur affrontement entre les faubouriens de Paris et les ruraux de la province. Quelques lettres de mars à avril nous montrent la mise en place de la Commune, les élections du 26 mars où Fouquet s'abstient, la ville coupée de la province, les combats au loin. Alors que les familles Fouquet-Lecœur s'établissent à Palaiseau, seule l'infatigable Louise continue d'aller et venir à Paris, Ferdinand craignant comme beaucoup d'hommes qui filent d'être incorporé de force dans la garde nationale. C'est par ses yeux qu'il voit la capitale. Comme beaucoup de ceux qui y resteront tout en désapprouvant l'insurrection, il décrit une ville tranquille, les journaux ne disant pas toujours bien la vérité,
mais une ville de plus en plus déserte, où les boutiques ferment et d'une grande tristesse. Parisien et républicain malgré tout, il attend qu'on dompte Paris en perdant le moins de monde possible et en faisant subir aux Parisiens aussi le moins de pertes. La dernière lettre date du 15 septembre. Rien donc sur la semaine sanglante la fin mai, sur la reprise en main dans la répression. Il y a pourtant une amertume qui clôt ce recueil, et que l'on garde en refermant le livre. La guerre, la fin du Second Empire, le siège, l'insurrection et finalement la République encore provisoire, vue du point de vue d'un bourgeois parisien foncièrement républicain. La touche finale prend des couleurs classiquement morales dans le souhait d'une réforme des esprits et des mœurs. Il y a plus, Ferdinand Fouquet le reconnaît, la République ne sera pas sociale. Si elle parvient à se maintenir, elle devra faire face à des ouvriers déçus de leurs espérances ambitieuses, prêts, à l'heure où il écrit, à se jeter dans les bras du premier usurpateur venu ou dans tous les cas qui ne veulent prêter aucun appui à une république qui pour eux ne représente ni une augmentation de salaire, ni une diminution de travail. Lisons le post-scriptum. J'essaie avec quelques amis de fonder une bibliothèque populaire dans le 14e arrondissement. Réussirons-nous ? Je n'en sais rien. Et la bibliothèque une fois fondée servira-t-elle à quelque chose ? Je le sais moins encore. Ainsi s'achève cette plongée dans l'année 1870 à 1871. Au fil des pages se dessine le portrait assez classique d'un républicain sincère mais opposé aux extrêmes, anticlérical et converti au protestantisme libéral, qui fustige la lâcheté de certains bien-pensants, mais voit le peuple de loin qui croit en la raison et espère in fine en une réforme morale et spirituelle dans le désarroi qui suit ces mois. Au fil des pages se dessine aussi le portrait d'un mari aimant, pris dans son siècle. Le temps ayant passé, c'est sans voyeurisme que le lecteur approche l'intime du couple, les bribes de lettres où l'homme se souvient de la femme. Intimité du couple parfois, intimité de la famille plus souvent, les enfants sont là, sur qui il faut veiller et qu'il faut instruire et éduquer, les nouvelles du siège disparaissent parfois derrière les lassitudes face à une belle-mère difficile, face à des beaux-frères que l'on supporte difficilement. Au fil des pages se dessine enfin le portrait de deux sœurs, si proches et si lointaines. Il y a Marie, femme mariée et aimée, mais qui s'efface derrière Ferdinand, qui est resté avec les enfants à Mortain. Marie qui se préoccupe beaucoup de l'article que son mari n'arrive pas à écrire. Marie qui fait part à sa sœur de son ennui lorsqu'elle était réfugiée dans la Manche, et qui se réjouit auprès de sa mère de ce que les longs mois de séparation aient au moins servi à reculer la venue d'un prochain enfant. Marie qui donnera naissance à un 5e rejeton en décembre 1871. Il y a Marie, reléguée dans la sphère domestique, femme mariée d'une famille bourgeoise du XIXe siècle. Et il y a Louise, célibataire mais qui échappe à ce statut de mineure dévolu à la femme mariée. Louise, femme patron qui dirige l'entreprise de menuiserie. Louise qui craint qu'une femme n'inspire pas confiance aux militaires qui cherchent à l'édifier des baraquements, mais qui les démarche cependant. Louise qui se déplace. Louise qui, sans s'effrayer, entre et sort plusieurs fois de la capitale en révolution au printemps 1871. Louise, qui épouse les convictions et les actions du pasteur libéral Coquerel. Louise à qui Ferdinand semble écrire d'égal à égal. Louise qui bien sûr n'a pas accès au vote mais qui s'enflamme dans les discussions politiques, en tremble, lorsqu'un de ses hôtes entend en février 1871 faire l'éloge de Thiers et de la Chambre et accuser les républicains et Gambetta. Il y a Louise, la femme célibataire de la maison, celle qui reçoit les rodomontades de la mère et des frères, mais la femme la plus en vue de ce trio, de ce cercle. Une belle esquisse d'une indépendance qui en cette fin du XIXe siècle vaut cher encore. Un beau croquis de femme. Il ne me reste plus maintenant qu'à laisser au lecteur le soin d'ouvrir ce cahier de lettres et de s'immerger, tel un cousin, une cousine, une amie, un proche, dans ce tableau intime et sans affectation d'une famille dans la tourmente. Laure Godino. Introduction. Les lettres que nous présentons ici ont toute une histoire. Passées de main en main, elles sont conservées à ce jour par deux arrière-petits-enfants de Ferdinand et Marie Fouquet et arrière-petit-neveu de Louise Lecoeur. Les voici enfin réunis, et leur intérêt s'en trouve multiplié par différents recoupements qui passaient inaperçus depuis leur scission à la suite du décès de Suzanne Montigny, fille de Ferdinand et Marie Fouquet, en 1960. Présentons les auteurs des lettres, personnalités attachantes, qui se révèlent dans cette situation si particulière du siège de Paris.
Le plus prolixe est Ferdinand Fouquet, 1828 à 1904, vulcanologue, professeur au Collège de France, membre de l'Institut. Celui-ci a légué à sa famille plusieurs documents inédits, une autobiographie rédigée après 1893 et des lettres, dont celles qui sont expédiées par ballon monté, forme originale du système postal alors mis en place durant le siège de Paris, à partir du 18 septembre 1870, recours déjà expérimenté à Metz, ville assiégée depuis le 20 août 1870. Ferdinand Fouquet n'est pas encore une autorité scientifique. Âgé accent aigu de 42 ans, marié, père de 4 enfants, il décide de se séparer de sa famille pour vivre dans la capitale assiégée et bientôt affamée. En effet, la guerre contre la Prusse est déclarée le 19 juillet 1870 par la France, selon les vœux du chancelier Bismarck, désireux d'en découdre au plus vite afin de réaliser enfin son rêve d'unité. Les concurrences suscitées par la succession au trône d'Espagne, la manipulation ourdie par Bismarck, tout cela précipite le déclenchement du conflit. Les États allemands se solidarisent par ce biais à la Prusse. L'armée se renforce. Les troupes, bien organisées, sont prêtes à bondir. Elles gagnent du terrain et font subir défaite sur défaite à l'armée française mal préparée. Début août, Ferdinand, prévoyant les peines à venir, conduit sa femme Marie et les enfants de Paris à Mortain dans la Manche pour leur garantir une sécurité chez les parents Fouquet. De là, il entretient une correspondance avec sa belle-sœur Louise Lecoeur restée à Paris et médite sur les moyens les plus efficaces de prêter main forte à la défense qui s'organise dans la capitale. Il décide finalement de rentrer seul à Paris. Les lettres écrites pendant le siège nous révèlent les motivations d'un homme très hostile à l'Empire, aussi républicain que patriote, qui s'engage volontairement pour contribuer à l'effort de guerre. Avec ces lettres, on comprend mieux les valeurs, refus de l'obscurantisme religieux, foi dans la raison, mais aussi méfiance profonde à l'encontre du peuple, qui fonderont la République idéale à ses yeux, germée le 4 septembre 1870. On entre aussi dans l'intimité d'un homme que l'on sent profondément attaché à sa femme et à ses enfants, pris dans une vie familiale non dénuée de conflits, et entretenant une complicité forte avec sa belle-sœur, troisième figure du trio. Dans ses lettres, tout en lui exprimant sans réserve sa tendresse, il fait part à son épouse à l'abri en Normandie de ses réflexions et de ses convictions, sans oublier de lui expliquer la bonne manière d'éduquer les enfants ou de se comporter avec sa belle famille. Ferdinand Fouquet, 1. Après le siège, début février 1871, Ferdinand retourne à Mortain et la correspondance reprend avec Louise Lecoeur sur les sujets d'actualité. Louise Lecoeur, 1828 à 1893, est donc la sœur de Marie Fouquet. Elle dirige la menuiserie Lecoeur fondée par son père Joseph Lecoeur et reprise au décès de celui-ci par sa veuve Félicie Lecoeur. Louise Lecoeur II. Nous découvrons cette forte personnalité surtout dans les lettres qui précèdent et suivent le siège de Paris, lorsque le couple Fouquet réuni à Mortain est à l'affût de nouvelles. Pendant le siège de Paris, elle écrit beaucoup moins à sa sœur, se reposant sur son beau-frère présent à Paris qui écrit pratiquement tous les jours. Elle est accaparée par la gestion de la menuiserie, de la maison Lecoeur et par des œuvres bénévoles d'assistance aux blessés. Son tempérament de chef la pousse à prendre des initiatives. Elle est dans la famille le moteur qui fait tourner la machine et l'âme de la résistance. Ferdinand et Louise ont du reste les mêmes opinions sur les dirigeants et la politique menée. Ceux qui s'intéressent à l'histoire des femmes chefs d'entreprise au XIXe siècle et à l'histoire des femmes en général, pourraient y voir un modèle. Admirée et consultée par son beau-frère qu'elle n'hésite pas à critiquer parfois durement, elle est tenue à distance par ses deux plus jeunes frères qui restent, dans la mesure du possible, à l'abri de son champ d'action. Marie Fouquet, 3. Marie Fouquet, 1836 à 1910, est avant tout celle à qui sont adressées la grande majorité des lettres qu'on va découvrir. Marie a de plus le mérite de les avoir conservées. Les dépêches qu'elle a écrites pendant le siège sont perdues. Elle est surtout invitée à donner des détails pratiques et à rassurer la famille sur l'état des enfants et sur le sien. Son emploi du temps à Mortain ne lui donne guère la possibilité de s'écarter beaucoup des problèmes domestiques. Voilà pourquoi elle apparaît avant tout dans cette correspondance comme une figure de mère et d'épouse. Toutefois, Marie fait office de réceptacle idéal.
Elle a une connaissance de tous les sujets évoqués dans les lettres, notamment des affaires de la menuiserie, mais elle reste en retrait et se rallie volontiers aux idées de son mari et de sa sœur. Ses correspondants monologuent en toute franchise sur des sujets variés et répétitifs à la fois, édulcorant leurs souffrances personnelles pour ménager les inquiétudes alors qu'on sent l'angoisse monter d'un cran à chaque lettre, la situation se dégradant et les lettres restant sans réponse. Lettre de Ferdinand Fouquet à Marie Fouquet du dimanche 25 septembre 1870, verso 4. Les 199 lettres ont été réparties en 3 chapitres. La période parisienne qui recouvre le siège de la capitale est précédée et suivie de celles qui correspondent aux 2 séjours à Mortain de Ferdinand Fouquet. Sont ajoutées en épilogue 8 lettres dont 7 de Ferdinand Fouquet adressées à Édouard Barbet, compagnon d'infortune, reparti dans sa ville de Mazamet, Tarn. La catastrophe est imminente. La Commune est proclamée le 26 mars 1871. Nous en avons les prémices. Chapitre I Mortain Paris-Mortain, 9 août au 4 septembre 1870, 52 lettres dont 24 de Ferdinand et Marie Fouquet, 27 de Louise Lecoeur et 1 de Charles Lecoeur. Chapitre 2 À Paris, 5 septembre 1870 au 7 février 1871, 100 lettres. Avant le siège, 5 au 17 septembre 1870, 14 lettres. 13 lettres de Ferdinand et Marie Fouquet dont 2 de Marie non numérotées, une lettre de Louise Lecoeur. Durant le siège, 18 septembre 1870 au 29 janvier 1871, 80 lettres. 53 lettres par ballon monté de Ferdinand Fouquet. 16 copies de lettres de Ferdinand Fouquet par Suzanne Montigny. 10 lettres de Louise Lecoeur. Une lettre de Marie-Charles Lecoeur, à laquelle est jointe une lettre de Joseph Lecoeur à 3 correspondants. Après le siège, 30 janvier au 7 février 1871, 6 lettres. 4 lettres de Ferdinand Fouquet. 2 lettres de Louise Lecoeur. Chapitre 3 À la campagne, l'exil des Parisiens en province, 9 février au 10 mars 1871, 47 lettres. Dont 24 de Ferdinand et Marie Fouquet, 21 de Louise Lecoeur et 2 autres de membres extérieurs à la famille. Ballon et pigeon. Le 2 septembre 1870, la reddition de Sedan entraîne la chute de l'Empire. Napoléon III est prisonnier. Le 4 septembre, la République est proclamée jour même du retour à Paris de Ferdinand. Dès le lendemain, une première lettre est adressée à Marie. Nous voici au cœur du sujet car Paris est vite cerné. La deuxième armée prussienne commandée par le prince Frédéric Charles de Prusse, vainqueur à Sedan, entreprend dès le 18 septembre l'investissement de Paris, privant la capitale de son système de communication. Pour cette raison, les lettres de Ferdinand et de Louise vont suivre un chemin tout à fait original, qui ne fera qu'ajouter au suspens et à l'attente dans lesquels sont plongés les expéditeurs et la destinataire. Le siège entraîne en effet la réorganisation complète du système postal, et des moyens alternatifs, aussi surprenants pour le lecteur contemporain qu'ingénieux, sont mis en place. Ainsi, le 23 septembre, le premier ballon monté, le Neptune, rempli de gaz d'éclairage, quitte Montmartre pour s'échouer avec succès dans le parc du château de Cracoville près d'Évreux, les aéronautes ne contrôlant pas le lieu d'atterrissage, et la poste prend le relais en province tant bien que mal. Jusqu'au 28 janvier 1871, 67 ballons parviennent à quitter Paris. Des catastrophes se produiront, qui renforceront le caractère aléatoire du dispositif. Les lettres ou cartes sont ainsi expédiées par la voie des airs par ballon monté. Les lettres sont écrites sur un papier extrêmement fin, dit aussi papier pelure ou papier bible, leur poids ne devant pas excéder 4 grammes. Tout est fait pour alléger le courrier. La feuille est alors pliée et repliée de telle façon qu'un espace est laissé à l'adresse qui figure au centre, évitant le poids de l'enveloppe. À partir du 18 septembre, l'acheminement de Mortain vers Paris ne se fait plus. On sait seulement que Ferdinand a reçu une dépêche le 2 décembre datée du 14 novembre, et le 15 janvier une autre dépêche datée du 17 novembre. À cette même date, arrive aussi une dépêche datée du 29 novembre destinée à la mère de Marie pour sa fête, le 25 novembre. En tout, 3 dépêches laconiques mais rassurantes. Les lettres lues et relues n'ont pas trop souffert de leur longue histoire et sont parfaitement lisibles dans leur presque totalité.
Numérotation des lettres. Elles ont pour la période du siège une numérotation incertaine. Par les lettres du 26 octobre et du 2 novembre, nous savons que Ferdinand écrivait tous les jours à sa femme, à l'exception du 25 octobre et du 25 janvier. Nous n'avons pas toutes les lettres puisque certains ballons ont été accidentés. Le décompte est facile, et cependant la numérotation est continue. Le travail aurait donc été fait après coup, ce qui est confirmé pour les lettres de novembre et de décembre où les couleurs de l'encre sont bien différentes. Noir pour le texte, violette pour les chiffres, numérotation qui trahit aussi des hésitations avec rature, reprise, soulignement. Marie attachait une importance à un numérotage au départ du courrier. Elle recommande bien le 14 février à sa sœur Louise de se plier à cette discipline. A-t-elle numéroté les lettres de son mari à l'arrivée, celle-ci étant parfaitement datée? On voit mal l'intérêt. On peut émettre l'hypothèse que Suzanne Montigny, qui s'est attelée courageusement à une transcription manuscrite et procédé à ce travail pour faciliter sa tâche. On constate seulement l'absence des numéros 35 et 68 pour deux numéros 65. Grâce à cette retranscription, nous disposons du contenu partiel de 16 lettres perdues depuis 1960 ou non encore localisées. Nous ne conservons pas pour les lettres ordinaires leur enveloppe, qui ont dû intéresser un philatéliste. Pour celles qui partent par ballon sur papier pelure ou celles écrites par la suite sur papier ordinaire plié formant enveloppe, les cachets de la poste ne sont pas toujours lisibles. Nous avons signalé dans la mesure du possible les dates d'expédition des bureaux de poste émetteurs et récepteurs, ainsi que les quelques timbres figurant encore, proposant par ce biais le nom du ballon qui servit au transport des lettres envolées et témoignant du retour progressif à la normale au mois de février et mars 1871. C'est en novembre 1870 que les pigeons se mêlent au ballon. Un décret daté du 4 novembre émanant du gouvernement de la Défense nationale, siégeant à Tours, fixe les conditions d'utilisation par les particuliers de la correspondance avec Paris par pigeons voyageurs. Les oiseaux prennent alors place dans les ballons, accrochés à la nacelle. Le nombre maximum de mots par dépêche ne doit pas excéder 20-50 centimes le mot. Un colombier est installé dans la tour de l'administration des postes et télégraphes au 103 de la rue de Grenelle à Paris, et probablement dans des annexes. Les pigeons partent par ballon, sont reconduits à l'arrivée dans un centre où les dépêches regroupées sont habilement fixées à la queue des volatiles, qui prennent le chemin du retour avec tous les risques du voyage. Un autre système de carte-réponse à 1 franc est mis en place le 12 novembre. Des systèmes sophistiqués, réduction des textes par la photographie avec projection à l'arrivée sur un écran, permettront de multiplier les envois et de rompre l'isolement. Ballons et pigeons, symboles d'espoir comme d'angoisse, sont devenus les emblèmes du siège de Paris. En témoignent les deux tableaux patriotiques de Pierre Puvis de Chavannes, le ballon et le pigeon, conservés au musée d'Orsay. 80 lettres de Ferdinand Fouquet pendant le siège de Paris. 18 septembre 1870 au 29 janvier 1871. Avec l'ancienne numérotation Suzanne Montigny. En italique, provenance Étienne Dumas, non italique, provenance Claire Tissot. SM. Avec 10 lettres de Louise Lecoeur pendant la même période et une lettre de Marie-Charles Lecoeur, avec lettres de ses enfants. Cohabitation familiale et conflits politiques. Ferdinand cohabite tout naturellement avec sa belle famille qui se compose, outre Félicie et Louise Lecoeur déjà citées, de ses deux beaux-frères, l'architecte Charles Lecoeur, marié, père de famille, et Jules Lecoeur, artiste peintre, ami d'Auguste Renoir et d'Alfred Sisley. On découvre via son témoignage, un milieu bourgeois, mais loin d'être conventionnel, en raison de ses engagements dans la vie politique, son intérêt pour les événements dans lesquels se débat le pays et ses liens avec le milieu artistique. Cette famille est connue par la dynastie d'architectes qu'elle a engendrée, et par l'amitié qui l'a liée pour un temps à Auguste Renoir, portraitiste de la famille. Le frère cadet de ce dernier, Edmond, est commis aux écritures dans la menuiserie au moment du siège et nous le verrons à l'œuvre. La maison familiale, située au 23 de la rue Humboldt, nommée depuis 1925 rue Jean Dolent après avoir eu le nom de rue Biron jusqu'en 1864, est aussi le siège de la menuiserie qui ne chômera pas pendant cette période. Construction de barrières et baraquements pour la garde mobile tout d'abord,
puis pour la garde nationale, fin novembre et enfin la fabrication de 300 brancards en décembre. Cette maison, témoignage d'un Paris où se mêlaient habitations et petites entreprises industrielles, est vaste. Les dépendances sont multiples. Chacun évolue de son côté mais les tensions se font sentir et on distingue vite deux clans. Charles, sa famille et Jules d'un côté au premier étage, Louise, au rez-de-chaussée, c'est là qu'est son bureau et Ferdinand au deuxième étage, de l'autre. Félicie Lecœur, la grand-mère, au rez-de-chaussée, est encore jeune mais accablée de toutes sortes de maux. Elle rassemble de façon épisodique les membres de la famille qui, sinon, prennent leur maigre repas chacun de leur côté. Les principaux conflits viennent de son caractère difficile, à la fois versatile et buté, du fait de ses problèmes de santé. Il faut en référer à Charles et à Jules, pour toute décision la concernant. Ferdinand adopte une attitude prudente et critique vis-à-vis des grands chefs, voir la lettre du 19 janvier 1871. Louise, sur qui repose la gestion des soins, gère au mieux la situation confrontée à bien d'autres problèmes. Toutefois, la santé de Félicie s'améliorera au fur et à mesure que la situation générale se dégradera, forme de résistance peut-être d'une femme sur laquelle ont reposé de lourdes responsabilités. Les familles Ibry et Rousselin, cousins du côté Lecœur, gravitent autour de ce premier cercle et sont fréquemment mentionnés dans les lettres de Ferdinand. Mais là aussi, les avis sont partagés. Les Lecœur-Fouquet sont partisans de la lutte à outrance contre les Prussiens, par patriotisme d'abord et aussi pour renforcer par la suite un régime républicain durable et honnête dont seront écartés, pense-t-il, les réactionnaires comme les éléments radicaux. La victoire et la République, seul gouvernement qui soit conforme à la raison, écrit Ferdinand le 31 janvier 1871, sont indissociables. Les cousins Ibry et Rousselin, beaucoup plus conservateurs ou plus réalistes quant aux forces de l'armée française mal employées, n'ont pas l'acharnement de Ferdinand et des Lecœur. Ils regrettent l'Empire et veulent la paix au plus vite. L'amiral Édouard Barbet et sa femme Zaïda complètent la liste des personnages qui vivent le drame de l'hiver 1870 à 1871 aux côtés de Ferdinand. N'oublions pas les cousins du côté Fouquet comme l'amiral Mequet, qui organise la défense des fortifications dans le 8e secteur, et les amis de la famille et relations de travail, comme Charles Sainte-Claire de Ville, embarqués dans le même combat. Ces lettres retiennent l'attention à plus d'un titre puisqu'elles nous font connaître la personnalité de leur auteur. Homme désintéressé, réfléchi mais utopiste, parfois violent dans ses indignations et ses enthousiasmes, notamment quand il approuve l'exécution de soldats indisciplinés. Il a côtoyé bien des personnalités de l'époque. Victor Duruy, Jean-Baptiste Dumas, les écartés du régime, mais aussi les futurs piliers de la République. Elles apportent un témoignage de première main sur le siège de Paris, et sur les périodes qui l'ont précédé et suivi. Ferdinand arpente Paris à pied et aussi en omnibus, prend la ligne de la Petite Ceinture au cours de ses multiples occupations civiques et domestiques, et son témoignage confirme sur le registre à la fois intime et engagé qui fait toute la spécificité et l'intérêt de cette correspondance, les journaux personnels ou souvenirs d'autres témoins de l'époque. Il nous emmène dans la banlieue proche, qu'il explore pour ses recherches de salpêtre utilisées pour la fabrication de poudre à canon. Il voit la guerre, à l'instar des éruptions volcaniques qu'il étudie, y faire des ravages. Le triste état de Montrouge et celui plus triste encore de Gentilly lui rappellent les îles de Mételin et de Céphalonie anéanties par les tremblements de terre. Certes, la belle famille de Ferdinand, les Lecœur, souffre moins que la plupart des Parisiens. Ils ont charbon et bois, bien précieux car l'hiver est des plus rigoureux. Le jardin et la culture sous châssis permettent d'atténuer les privations. L'amiral Barbet, en qualité d'officier, fournit boîtes de thon, légumes secs et autres. La menuiserie qui a fait des travaux au jardin des plantes a bénéficié de quelques animaux ordinaires et comestibles qui vont tenir compagnie aux poules et canards, au cheval, à la chèvre et à la vache de la famille. Mais peu à peu les moineaux, le chat servent de base au fameux pâté accommodé à l'oignon de Madame Barbet. Ferdinand a même testé le rat. Outre ce témoignage exceptionnel sur cette période troublée et dramatique, la parfaite sincérité de l'auteur constitue le côté le plus attrayant et attachant du récit. Nous en venons à partager les espoirs déçus, les inquiétudes pour la famille dont on est sans nouvelles, tenue en haleine, étonnée maintenant d'une foi dans une victoire possible. La détermination à combattre ne faiblit pas, même si le découragement affleure souvent.
Les dernières recommandations qu'il fait à sa femme quand il pense à une mort proche et possible nous font connaître ses profondes convictions, comme son hostilité vis-à-vis du clergé catholique. Il faut savoir que Ferdinand Fouquet a récemment adopté la religion protestante, et le genre d'éducation qu'il souhaite donner à ses enfants en faire des patriotes et des libéraux. À noter qu'il souhaite même que ses filles apprennent un métier, aux côtés de sa belle-sœur, à la menuiserie par exemple. Entre les vieilles croûtes de l'Empire et les énergumènes de Belleville. Ferdinand Fouquet reste toujours parlementaire, avec parents et amis qui n'ont pas ses idées. Toutefois, il emploie dans ses lettres quelques piques qui font contrepoids à la maîtrise qu'il s'impose. Les termes sont plus virulents pour l'armée indisciplinée et surtout ses dirigeants, les clampins, les gandins militaires et en premier le général Trochu qui s'en prend des gants, selon les termes de Ferdinand, pour se vanter d'un demi-succès. On voit que le style est alerte. Quelques mots et expressions anciennes agrémentent le texte. La petite Juliette jabote en suivant pas à pas sa grand-mère qui devra s'en déconnaître quand viendra la séparation. De déconvenu en déconvenu, déçu par le gouvernement de la Défense nationale et ses fausses annonces, convaincu de la nullité de son chef, le général Trochu, une vieille croûte, un faux républicain, Ferdinand Fouquet réprouve aussi ceux qui veulent sa chute par la violence. Il cherche à dissuader l'ami de Mortin, Émile Leverdès, engagé auprès des futurs communards, puis l'abandonnera à ses propos amphigoriques, et les gens de Belleville seront traités d'énergumènes et de débandés. Entre ces deux extrêmes qu'il perçoit comme deux dangers équivalents, n'aimant les coups d'État ni d'en haut ni d'en bas, la marge est étroite et se resserre. D'un côté il ratifie, par horreur du désordre, le plébiscite du 3 novembre organisé par le gouvernement, se repentant presque de donner sa voix aux réactionnaires. Mais le 5 novembre il accorde sa confiance au maire radical Louis Asseline. Le travail est l'échappatoire à une situation dramatique. Les différentes activités menées de front seront développées dans l'introduction de la deuxième partie de cette correspondance. Défait, désespéré, humilié, Ferdinand part retrouver les siens en Normandie après avoir déposé son bulletin de vote le 8 février 1871. Les nouveaux députés qui se réuniront à Bordeaux devront se prononcer pour la guerre ou la paix. Les retrouvailles à Mortain des membres de la famille Fouquet sont émouvantes. La correspondance reprend comme dans la première partie avec Félicie et Louise Lecoeur. Les élections sont commentées puis vient l'annonce des conditions de la paix. L'indignation est à son comble lorsque Ferdinand apprend la perte de l'Alsace et de la Lorraine, violation d'un droit sacré et imprescriptible des peuples, celui d'être maître de leur propre destinée, voir la lettre du 7 mars 1871. Il s'indigne aussi de l'attitude négative de l'Assemblée nationale envers Garibaldi, seul général à ne pas avoir été battu sur le territoire, comme le soulignera Victor Hugo, député de Paris, dans sa protestation du 8 mars. Ferdinand se penche alors sur l'éducation de ses enfants, et cherche à reprendre ses travaux scientifiques. La date du retour à Paris a sonné. Un peu trop tôt. Nous retrouvons, dans les lettres adressées à Édouard Barbet, les familles Lecoeur et Fouquet réfugiées à Palaiseau pendant l'orage de la Commune, évitant les bains de sang franco-français. Seule Louise, faisant feu de tout bois avec ses laissez-passer, car elle travaille aussi bien pour les Versaillais qui vont écraser dans le sang la Commune que pour les Parisiens révolutionnaires, franchit avec autorité les lignes de démarcation, accompagnée parfois d'un compère déguisé en cocher, le fouet à la main. Ferdinand tentera l'expérience une fois, et ne recommencera pas. Il analyse et rend compte à son correspondant des causes et de l'évolution de l'insurrection. Près de leur habitation, une butte permettait de découvrir tout Paris et les épouvantables incendies. La scène ne saurait être commentée, écrit-il par ailleurs dans son autobiographie. Mais les lettres s'arrêtent avant la semaine sanglante, du 21 au 28 mai. La dernière lettre, datée de septembre 1871, est en cela représentative du personnage car c'est une diatribe contre le gouvernement réactionnaire. Ferdinand ne fait en aucun cas partie de ceux qui se rallieront à Adolphe Thiers proclamant le 13 octobre 1872 « La République sera conservatrice ou elle ne sera pas ». Comment réagira par la suite Ferdinand Fouquet ? Laissons-lui la parole. Après une pareille série d'événements douloureux, comment reprendre le fil de sa vie normale ? On se trouve à peu près dans la disposition d'un homme qui, au cours d'une maladie grave, vient de subir en outre une grave rechute.
Comment rentrer dans les sentiers accoutumés? Pour cela, j'ai eu 2 puissants adjuvants. En premier lieu, j'ai trouvé tout un cortège d'affections familiales consolatrices, et en second lieu, je possédais dans mon amour du travail scientifique un baume d'une efficacité sans égale. F. Fouquet, Autobiographie, pages 204 à 205. Du 19e au 21e siècle. Ma première lecture de ces lettres remonte aux années 1950. Elles circulaient alors dans la famille en comité restreint. Ma mère, Cécile Poupardin, avait été exclue du circuit, marginalisée sans doute à cause de ses enfants jugés trop turbulents. Le calme régnant chez ma tante Juliette Stahl était plus propice à l'exposition de documents fragiles. C'est chez elle, au cours de petites vacances, que j'ai été invitée à en prendre connaissance, attirée du reste par cette fine écriture, ce support inhabituel et la personnalité de leur auteur dont j'avais quand même entendu parler. Seules figuraient alors les lettres de Ferdinand durant le siège. La lecture de ces lettres s'avéra être un passe-temps que je ne soupçonnais pas être aussi passionnant. À quelques interrogations par la suite sur le devenir de ces lettres, les réponses sont restées vagues. Les bruits d'un incendie de la bibliothèque de la grand-tante Suzanne Montigny ont suffi à me persuader d'une perte irrémédiable. Quelle n'a pas été ma surprise de retrouver un paquet précieux chez ma tante Laurence Pigeot à son décès, en 1989. J'en ai fait une transcription en 1990 qui m'a permis de constater des lacunes importantes et pour cause. Tel un jeu de cartes mal brassé, elles avaient été distribuées entre différents héritiers. Seule celle de Louise, peut-être y attachait-on moins d'intérêt ou avait-elle une autre histoire, n'ont pas été partagées. Les liens familiaux de jadis étant quelque peu distendus, il appartenait donc à 2 arrière-petits-enfants de se concerter et à l'image d'un service dépareillé, de recoller méthodiquement les morceaux. À la décharge des dernières générations, il faut souligner le caractère intime de cette correspondance qui en a certainement freiné toute diffusion. Nous sommes heureux maintenant que le temps a fait son œuvre de la présenter, de montrer son intérêt historique et de rendre hommage à Louise, Marie et Ferdinand, ce trio témoin d'un Paris qui a succombé glorieusement. Lettre du 7 décembre 1870. Mes remerciements vont donc en premier lieu vers Étienne Dumas, détenteur d'une partie des lettres qui les a retranscrites, photocopiées en donnant de précieuses indications, à Françoise Dumas qui a fait une relecture approfondie. À mes filles, Marianne, Sylvie et Florence, à mon mari Jacques qui se sont pris au jeu, ont lu, ont appris, corrigé, fait des remarques et aux différents membres de la famille qui m'ont aidé. À mesdames Anne-Cécile Célimon et Laure Fabre qui m'ont ouvert les portes de la bibliothèque du musée postal, et conseillé utilement. À Blandine Nouvellement, bibliothécaire au Collège de France. Merci également à Georges Aillot et Mathieu Guillot. J'exprime aussi toute ma gratitude au docteur Gilles Buisson, maire de Mortain de 1968 à 1983, qui m'a promené aimablement toute une journée en 1990 dans sa ville et les environs, commentant lieux et personnages, source orale irremplaçable. Je garde, grâce à lui, un très bon souvenir de ce pèlerinage avec passage obligé pour finir dans la rue Ferdinand Fouquet. On trouvera à la fin de ce recueil un index des noms propres, une notice sur la carrière scientifique de Ferdinand Fouquet, une liste chronologique des principaux événements dont il est fait mention dans les lettres, des notices biographiques, une courte bibliographie, 6 tableaux généalogiques dressés d'après les archives familiales, donc sujets à caution pour les dates reculées. Certains sont parfois très simplifiés, voulant seulement établir le lien entre les Fouquet et les personnages mentionnés dans la correspondance. La descendance née après le siège de Paris ne figure pas tous, à l'exception du tableau 2, non plus que les remariages et les nombreux frères et sœurs, tableau 3 à 6. Des branches d'arbres ont été tout simplement élaguées. Me viennent alors des pensées reconnaissantes pour ceux qui ont compilé ces données, auteur maintenant disparu dont je reconnais les écritures, et pour Lucien Carive, arrière-petit-fils de Charles Lecoeur, disparu lui aussi qui avant Marc Lecoeur se passionnait pour l'histoire de sa famille. Les 3 niveaux de la maison, les Fouquet occupent alors le 2e étage, 5. Famille Fouquet Lecoeur rue Humboldt. À gauche, Ferdinand Fouquet accompagné de sa fille Emma et puis Catherine. À droite, Marie Fouquet avec Juliette dans les bras regardant son fils Julien, 6. Au moment du siège de Paris, les enfants de Charles et de Marie Lecoeur dite Marie-Charles sont
Marie dite Marie-bébé ou bébé qui a 12 ans, Joseph qui a 10 ans, Marthe dite Tata qui a 5 ans. Les enfants de Marie et de Ferdinand sont Julien qui a 7 ans, Catherine qui a 5 ans, Emma qui a 3 ans, Juliette qui n'a pas 1 an. Chapitre 1 Mortain Paris Mortain 9 août au 4 septembre 1870. Le départ des Fouquet à Mortain donne lieu à un intense échange de lettres entre Louise Lecoeur, Marie et Ferdinand Fouquet. En un peu plus de 3 semaines, 51 lettres nous permettent de connaître et de suivre le déroulement de petits détails matériels face à la situation, les étapes du combat et les réactions des correspondants au jour le jour devant tel ou tel fait militaire ou politique. Ces lettres mettent surtout en évidence le contraste entre deux atmosphères et deux modes de vie bien différents, celui de la province et celui de Paris. Une fois la famille installée, la vie à Mortain se déroule dans un calme relatif entrecoupé de visites familiales et de promenades dans la région. La monotonie ambiante est rompue par l'arrivée des contingents mobilisés et les réquisitions de logements. Les habitudes de la population sont alors bouleversées. Le tambour résonne souvent dans la ville proclamant des nouvelles décevantes. Les exercices militaires, les quelques défilés attirent et distraient surtout les femmes et enfants. Les Prussiens sont un danger certes mais lointain. Le contraste est saisissant avec l'activité que déploie Louise dans une ambiance électrique. Toujours à l'affût de renseignements, elle parcourt les journaux, dont La Cloche, plus indépendant du pouvoir. Les amis, les relations de métier, les courses incessantes dans Paris et les environs, confirment l'étendue des défaites françaises, le nombre élevé des morts et des blessés, l'avancée fulgurante des Prussiens. Louise, en 27 lettres, brosse un tableau saisissant de la vie à Paris en ce mois d'août 1870, écrivant tantôt à sa sœur, tantôt à son beau-frère car elle dédouble les tâches, à l'une plutôt les affaires domestiques, les questions relatives aux enfants et le prix des biens alimentaires, à l'autre les affaires dites sérieuses, la gestion de la menuiserie et la politique. Il faut tout d'abord continuer à faire tourner l'entreprise de menuiserie, assurer les rentrées d'argent alors que les débiteurs s'enfuient et fournir du travail aux ouvriers. L'obtention des marchés l'oblige à de nombreuses démarches. Bonne négociante, sérieuse et fort sociable, elle a ses entrées à l'hôtel de ville auprès d'Alfred Blanche, secrétaire général de la Seine depuis 1865. Dans l'ex-bureau du baron Haussmann, elle fête avec lui le futur avènement de la République, s'étonnant après coup qu'un tel représentant de l'Empire, même dans cette confusion totale, en vienne à souhaiter un changement de régime peu favorable à son égard. Elle compte aussi sur le général Cadard, alors membre du comité des fortifications, avant qu'il ne parte sur les champs de bataille. Les résultats ne sont pas toujours assurés. Au fort de Vincennes, un général l'a fait lanterner pour rien. Elle en profite pour examiner les lieux avec ses neveux Lecoeur, impressionnés par un transport de fusils et autres préparatifs. Pour faire rentrer du bois, il lui faut franchir l'octroi, croiser la foule qui se presse vers Paris, éviter les terribles encombrements aux portes. Connaissant Paris comme sa poche, inquiète un jour d'être complètement immobilisée avec ses neveux, elle trouve, moyennant un petit détour, le subterfuge pour regagner son domicile. Mais rien n'est facile. Elle supervise les travaux au jardin des plantes aménagés en parc à bestiaux. Des barrières sont indispensables pour préserver certains espaces. Sur les boulevards de la rive gauche, elle fournit et met en place des baraquements pour les troupes. Ils s'échelonneront peu à peu à partir du quai de la gare et de Montparnasse, pour enfin se rejoindre. Ses talents d'organisatrice, Louise les déploie aussi dans la mise en place d'une ambulance, travail qu'elle mène de concert avec le pasteur Coquerel. L'hôtel vide de Georges Bibesco, ami des Lecoeur, parti rejoindre son corps d'armée, est alors aménagé. Autre tâche, l'approvisionnement de la maison en prévision du siège de plus en plus inéluctable, faire les courses chez Potin, Félix, faire venir le beurre, les œufs de Normandie, veiller à la mise en conserve, etc. Louise, en plus de tous ses soucis de gestion, fait aussi les frais de la mauvaise humeur de sa mère, Félicie Lecoeur. Celle-ci, malade, découvre une relative solitude, privée de la présence de Marie qui, contrairement à sa sœur, mène la vie classique d'une femme et mère au foyer. Ce zoom sur la vie parisienne ne peut être qu'un stimulant pour les Fouquet. Les 24 lettres qu'ils envoient ne se contentent pas de décrire leur vie à Mortain. Elles attestent qu'ils participent de leur côté à l'effort de guerre. Ferdinand s'emploie à créer un corps de francs-tireurs et à prospecter chez les habitants en vue d'organiser un accueil de blessés en convalescence,
deux démarches vouées à l'échec suite aux événements. Le désir d'être à Paris le gagne progressivement, et il médite sur une action future. Le travail dans une ambulance lui conviendrait bien, et il charge Louise, bien placée, de le renseigner. Les mains libres, il pourra aussi de mille façons se consacrer à la résistance sans être isolé dans ses efforts, car Henri Moulin, le maire de Mortain, cousin éloigné, a d'autres préoccupations plus immédiates avec l'afflux des recrues. Les deux hommes ne sont du reste jamais sur la même longueur d'onde quand il s'agit de politique. Une fois les Prussiens éliminés, pense-t-il, s'érigera à Paris un nouveau gouvernement auquel il faudra donner son appui et le nom de République. Marie est mise aussi à contribution pour trouver du matériel utile aux ambulances et faire la tournée du linge à collecter. Mais des usages locaux entravent la démarche. Elle étudie aussi le prix des denrées au marché pour acheter au meilleur prix et répondre aux attentes de Louise. Convaincue du bien-fondé de la décision prise en commun d'une séparation, voyant ses enfants choyés par les grands-parents, assurée qu'ils ne mourront pas de faim, elle incite sa mère qui pose tant de problèmes à venir s'installer auprès d'elle pour peu de temps, pense-t-on alors. Elle espère aussi la venue de sa belle-sœur et de ses neveux, mais une lettre de Charles Lecœur met fin à tout espoir. Du reste, Félicie Lecœur, alors sourde comme un pot, refusera obstinément de quitter sa maison au pire des bombardements, créant encore de gros soucis aux siens. Marie se résigne et trouvera du reste le bon côté de l'affaire. J'aurais été bien ennuyée que ces longs mois de séparation n'aient pas au moins servi à reculer la venue d'un prochain enfant, écrira-t-elle le 18 février, alors que sa cousine Clémence, quelques jours avant d'accoucher, retrouve son mari sans doute agréablement surpris. Ajoutons que la grande affection portée par Louise à ses neveux, sa sœur et son beau-frère et l'apport de ce dernier, gendre irréprochable, donnent un charme particulier à cette correspondance. Mortain-Manche. Rue du Bassin. Vue prise de la préfecture 7. Louise Lecœur à Marie Fouquet, 1. Paris, mardi 9 août 1870. Ma chère Marie, nous n'avons encore aucune nouvelle aujourd'hui. Les journaux SIC du soir vont nous donner quelques détails sur l'ouverture des chambres, mais vous les recevrez en même temps que ma lettre, sans quoi j'aurais attendu un journal avant de l'envoyer à la poste. Maman ne va pas trop mal aujourd'hui. Mister Gendrin est venu et l'a un peu remonté. Aussitôt après le départ de Mister Gendrin est arrivé Mister Numa de Jean. Maman était contente de le voir et lui a fait bon accueil, elle l'a invité à dîner pour demain. Il est venu, disait-il, au secours de Paris, mais il s'en va à Belvès dans 3 jours. Il prétend que tout le danger sera passé alors, ou du moins que la jonction sera décidée et que s'il y a danger il restera. Il vient d'Évian voir Grégoire qui n'est pas brûlé. Son chauffeur est tué, son domestique horriblement brûlé, sa sœur n'a rien. Mister Dejean prétend m'avoir prédit cet accident. Je ne l'ai trouvé aucunement changé, peut-être engraissé encore avec une mine toute rouge. Il a été horriblement vexé, mais vexé, parce que je lui ai dit que le mari de Louise lui ressemblait un peu. Il paraît que sa belle-sœur lui avait dépeint sous les plus vilaines couleurs. J'ai trouvé en effet qu'il ne lui ressemblait aucunement. C'est le Numa d'il y a 20 ans que Mister Pelletier rappelle, mais je ne lui ai pas dit cela car il aurait été encore plus vexé. Madame Darras vient de venir. Elle a quitté Lunéville dimanche soir, elle dit que c'est affreux, tous les gens se sauvent, les blessés arrivent de tous côtés, les fuyards, etc. Les troupes restées à Lunéville étaient furieuses d'être aussi mal dirigées. On ne peut pas comprendre tout ce qui est arrivé par la faute de l'empereur et de Monsieur Leboeuf. Madame Darras dit que les gens de par là se sauvent à Paris. Ils sont revenus 12 dans le train de première, et ont mis 10 heures en plus pour faire le voyage. Tout le chemin était encombré. En gare on ne pouvait se débarrasser de ceux qui voulaient monter. Mister Dejean nous avait dit la même chose à peu près. Il venait de Genève, et de ce côté même tout le monde arrive à Paris. J'ai reçu hier au moment de votre départ une lettre de Madame Morin, qui m'annonçait qu'elle partait le soir même par votre train pour Granville. Elle et son mari avaient l'air affolés par la peur. Elle était, m'écrivait-elle, allée dans la journée à Courbevoie pour donner à un beau-frère le moyen de venir à Granville si les Prussiens arrivaient. Mister Morin était parti le matin pour Tours, et ne devait pas revenir. Il devait aller la retrouver à Granville. Son voyage payé, il ne devait lui rester que 30 c. J'aurais mieux aimé rester que de partir dans ces conditions.
Je ne pense pas qu'on leur apporte de l'argent en leur absence. J'ai écrit tantôt à Madame Levallois, pour la prier de m'envoyer du beurre. J'ai bien pensé qu'il serait plus simple de t'en charger, mais le beurre de Cherbourg est meilleur que celui de Mortain. Et à Mortain, c'est sans doute Madame Fouquet qui aurait pris toute la peine, d'autant plus que j'avais pensé d'abord prier Madame Levallois de le saler. Je l'ai fait, mais en l'écrivant j'ai trouvé que c'était une bêtise puisque je paierais aussi le port du sel. Nous avons en ce moment un grand orage avec de la grêle et une grosse pluie. Avez-vous embrassé pour nous, Mr. et Madame Fouquet? Comment ont-ils trouvé les enfants? Embrasse-les tous pour nous, étaient-ils bien sages? Marie et Tata ont pas mal tourné dans la maison. Embrasse Ferdinand pour moi, je t'embrasse de tout cœur. Le cœur. L'empereur, paraît-il, est revenu à Paris. On disait parmi la garde mobile que lui, le petit prince et l'impératrice allaient se sauver. Quelle chance! Louise Lecœur à Marie Fouquet, 2. Paris, mercredi 10 août 1870. Ma chère Marie, maman s'impatientait ce matin déjà de n'avoir pas de nouvelles. Je lui en ai promis pour ce soir. Aurais-je dit vrai? Elle n'est pas mal aujourd'hui, et s'occupe à la réception de Jean. Elle a fait appeler Marie pour l'inviter dans les règles, lui demander sa bonne pour servir, m'a demandé le menu et fait ajouter un entremets. Pourvu qu'elle ne soit pas fatiguée à l'heure du dîner. Mr. Vallot est mort hier pendant l'orage. Il avait perdu connaissance depuis le milieu de la nuit. Tu sais que lorsqu'il allait à l'enterrement d'un ami, il restait à la porte de l'église. Eh bien, elles le font porter à l'église, elles qui n'ont aucune famille, aucun ami qu'elles pourraient craindre blessé. Et il a toujours dit qu'il ne le voulait pas, c'est pour demain matin. Heureusement pour elle que Richard est à Paris. Il est resté là, et il a fait toutes les démarches, etc. Maman se promène en ce moment dans le jardin, elle arrive au pêcher, elle a été jusqu'au figuier. Mr. Gendrin lui a bien recommandé de rester le plus possible à l'air. Mr. Grange a passé par Paris hier revenant de Blois. Nous n'avons encore aucune nouvelle. Tous les ouvriers, toute la population croit à une trahison complète de la part du maréchal Leboeuf. C'est le prince impérial, m'a dit le jardinier, qui a découvert la trahison. On n'ôtera cela jamais de leur tête maintenant. Il est vrai que tout est tellement fort, que l'on ne peut imaginer une telle incurie. Le professeur Georges Bibesco écrit ce matin. Ils sont à Belfort soi-disant un corps d'armée mais réellement une seule division, les autres sont je ne sais où, une encore en Afrique. Ils fortifient Belfort, dit-il, mais ne seraient pas en force pour la défendre. Ici jusqu'à présent on ne organise rien. Jules est allé ce matin se faire inscrire, un avis du préfet le demandait, on l'a renvoyé disant on ira chez vous. On demande des ouvriers terrassiers pour travailler aux fortifications. Hier à 10 heures. Une foule de gens attendait, mais aucun employé là pour les diriger d'un côté ou d'un autre. Madame Mers arrange les affaires pour le moment. Elle demande du poivre. Maman avait envie de laisser venir Monsieur Vigla, en conservant Mr. Gendrin. Je lui ai dit que cela a été impossible, qu'il fallait choisir. Elle a opté pour Mr. Gendrin, à la condition qu'il viendrait plus souvent. Embrasse bien les enfants pour moi, embrasse bien Ferdinand, nos amitiés au bon papa, à la bonne maman. Je t'embrasse de tout cœur. Le cœur. Ferdinand Fouquet à Félicie Lecœur, 3. Mortain, mercredi 10 août 1870. Ma bonne mère? Nous voilà arrivés à Mortain sans aucun accident, et pas fatigués. Les enfants sont déjà allés avec le bon papa acheter des gâteaux, et ils jouent dans le jardin avec les joujoux dénichés par eux au grenier. L'encombrement au chemin de fer était beaucoup moins grand que je ne l'avais supposé. Il n'y avait pas de collégiens et pas de fuyards de Paris comme je le croyais. Nous avons pu avoir un compartiment pour nous seuls. Nous y aurions été très à l'aise, mais Madame Alexandrine Morin qui partait pour Granville, et que nous avons trouvé avec Cocotte et Mélanie dans la gare, s'y est casée avec nous de telle sorte que pour faire de la place et installer les enfants plus commodément, je me suis décidée à aller avec Julien dans un autre compartiment où il n'y avait que 2 marchands de bœufs. Nous avons tous très bien dormi. Le grand-père et la grand-mère ont été bien heureux de nous recevoir, et nous tout aussi contents de les trouver en bonne santé. À Mortain on est très stupéfait de nos déroutes militaires,
mais on ne perd pas courage. De Vire à Mortain, nous avons voyagé avec des paysans qui se racontaient mutuellement nos désastres, et qui en concluaient que nos troupes seraient prochainement à Berlin, où elles forceraient certainement les Prussiens à capituler. La conclusion ne me paraît pas dériver directement des prémices. Nous vous embrassons de tout cœur, et espérons que peu à peu votre santé va s'améliorer. Mille amitiés à Louise, au Charles et à Jules. Votre fils dévoué. F. Fouquet. Marie Fouquet à Félicie Lecoeur, 4. Mortain, mercredi 10 août 1870. Ma chère mère? Il faut penser en écrivant que les lettres arrivent lorsque tu es encore au lit, et qu'il faut écrire un peu gros par conséquent pour que ce soit moins difficile à lire. Nous avons trouvé le père et la mère en bonne santé en arrivant. Je n'ai pas trouvé la maison jolie en pensant au pont Bossard, mais je m'y suis faite vite. La vue est très jolie, les pièces sont grandes, mais les plafonds sont bas et je crois que c'est cela qui m'a empêché de trouver la maison jolie. On est ici très impressionné de la guerre. On bat le tambour à chaque instant dans les rues et on lit chaque dépêche à mesure qu'on en reçoit, mais toutes celles d'hier étaient insignifiantes. C'était hier la distribution des prix du collège et Julien et Catherine y sont allés, ils s'y sont amusés. La cérémonie n'a pas été longue, c'est sans doute pour cela qu'ils se sont amusés. La rhubarbe a fait plaisir à Madame Fouquet. Nous allons la faire cuire aujourd'hui et nous en garderons dans du sirop pour faire une tarte quand Aline sera arrivée. Les enfants sont sages et Catherine paraît très bien disposée jusqu'à présent. Juliette est gentille mais elle ne se soucie guère de sa petite bonne, par exemple elle veut toujours aller avec sa bonne maman. Fais-nous donner souvent de tes nouvelles et tâche qu'elles soient bonnes, car nous espérons bien te retrouver mieux portante que nous ne t'avons laissée comme tu as fait l'année dernière. Adieu ma chère mère, tous les enfants t'embrassent tendrement, leurs grands-parents te font mille amitiés et te souhaitent meilleure santé et nous deux nous t'embrassons de tout cœur comme nous t'aimons. Embrasse bien Louise pour nous tous, Marie, Charles, Jules et les enfants. Bien des choses à Madame Pernay, à ses enfants et à Céleste. Je ne dis rien pour les Ibris, je pense écrire à Louise ou à sa mère. Je t'embrasse encore une fois tendrement. Ta fille qui t'aime. Marie. Marie Fouquet à Félicie Lecoeur, 5. Mortain, jeudi matin, 11 août 1870. Ma chère mère? Nous sommes bien contents tous de voir que tu te portes mieux et que tu as été te promener jusqu'au figuier. Demain tu iras un peu plus loin et petit à petit tu feras tout le tour du jardin. Si tu vois Monsieur Dejean avant son départ pour Belvès, dis-lui bien des choses de notre part. Ma lettre a été interrompue à midi par le déjeuner, puis après le déjeuner il nous est venu des visites et ensuite nous en avons fait nous-mêmes, et les enfants sont allés au pont Bossard et ils ont fait un goûter champêtre avec Madame Piel et ses enfants. Nous n'avons fait qu'un petit nombre de visites car dans chaque maison, à cause de la guerre, on avait beaucoup de choses à nous dire. Dans toutes les familles il y a des jeunes gens qui vont partir. Le bon papa et la bonne maman Fouquet sont très contents de Catherine. Elle est bien gentille en effet. La petite Juliette aime beaucoup sa bonne maman. Elle va volontiers aussi avec sa bonne, mais beaucoup moins bien avec la petite bonne qu'on a prise pour elle. Heureusement que pour se promener elle y consent de bon cœur, mais dans la maison elle ne veut pas d'elle. Julien est assez gamin et Emma est bien sage. Quand on parle à Juliette de sa grand-mère, elle fait des signes de désolation. Voilà le père Fouquet qui veut souper. Il faut que je m'interrompe et c'est pour la dernière fois. Il faut donc que je me dépêche de terminer en t'embrassant de tout mon cœur et en te priant d'embrasser pour moi Louise, Marie, Charles, Jules et les enfants. Ferdinand et les enfants se joignent à moi, et les parents vous disent mille choses. Marie. Louise Lecoeur à Ferdinand Fouquet, 6. Paris, jeudi 11 août 1870. Mon cher Ferdinand. Maman a reçu votre lettre hier au moment de se coucher. Elle a été très contente de recevoir des nouvelles de tous qu'elle attendait avec impatience depuis ce matin. Elle va assez bien aujourd'hui. Hier, elle a très bien supporté sa compagnie qui a été assez bruyante. Mister Dejean est toujours le même. Aujourd'hui, en descendant les marches de Saint-Sulpice, pour l'enterrement de Mister Vallot, je l'aperçois qui s'avançait vers l'église. Il venait y faire ses dévotions avant d'aller déjeuner au café d'Orsay, avec sa belle-sœur. Il voulait m'entraîner avec lui. Nous sommes encore sans aucune nouvelle mais le bruit court d'une défaite encore. Toujours rien ne s'organise.
J'ai rencontré ce matin un monsieur lisant un journal belge qui disait, m'a-t-il dit, les nouvelles sont tellement graves que nous n'osons les donner. Ceci me paraît étrange car il me semble qu'un journal belge pourrait toujours rapporter une nouvelle, si elle était sûre. Les affaires commencent à aller très mal. Mr. Lefebvre a arrêté ses travaux déclarant qu'il ne paierait jusqu'à ce que les affaires de sa maison de commerce soient entièrement liquidées. C'est une maison très importante et très riche. Si tous faisaient de même, cela n'irait guère. Ils sont 3, le père, le fils et le gendre, c'est le gendre qui tient la caisse et qui a décidé cela contre l'avis des autres. Il a, dit-il, pris la clé de la maison et ne la remettra à personne lui vivant. Comme toute sa menuiserie est faite, je vais la lui livrer et l'obliger à prendre possession. Je suis très mécontente de Mr. Morin qui abandonne Paris et ses affaires. Il avait à me faire payer de 2 côtés, et maintenant je courrai sans doute après. Son comte Potocki va s'en aller bien sûr sans payer personne, et il pouvait éviter cela. Voilà la cloche qui sonne et il faut que j'envoie ma lettre. Elle sonne 1 heure plus tôt pour parce que les hommes ne vont faire que 10 heures. Hier, nous devions préparer toute la mairie de Passy pour une ambulance mais il y a eu contre-ordre. En effet, il y a bien d'autres bâtiments plus avancés. Embrassez bien tous pour moi. Je vous embrasse de tout cœur. Lecœur. Marie Fouquet à Louise Lecœur 7. Mortain, vendredi 12 août 1870. Ma chère Louise, je te remercie bien de tes lettres, et je suis bien contente des nouvelles que tu nous donnes de maman. Je voudrais bien que les nouvelles des affaires fussent bonnes aussi, mais si beaucoup de gens font comme Mr. Lefebvre, cela n'ira pas trop bien. Ici on nous donne des nouvelles à chaque instant, mais elles ne signifient rien. Les dernières disaient qu'il avait plu au quartier général, que tout était calme, etc., etc. Avant-hier à 11h L2 du soir, le tambour a proclamé que tous les hommes valides non mariés, ou veufs sans enfants depuis 25 jusqu'à 35 ans étaient demandés. Alors un jeune homme d'ici qui devait se marier la semaine prochaine est parti dans la nuit même avec son père et sa mère à Argentan où demeure sa future pour se marier immédiatement. Je ne sais s'il a réussi. Les enfants vont bien, Catherine est bien gentille, le bon papa et la bonne maman sont contents d'elle. Emma est bonne fille. Sur la même feuille, Ferdinand Fouquet à Louise Lecœur. Ma bonne chère Louise. Je suis plus effrayée des nouvelles que vous nous donnez de l'état du commerce, que de tout le reste. Si on se met à refuser les paiements, cela ne peut manquer d'entraîner tous les désastres possibles et d'autre part je n'ose trop blâmer ceux qui ferment ainsi leurs caisses, car si nous perdons prochainement une grande bataille, ce que je crains malheureusement, je vois déjà en perspective le papier-monnaie, le maximum et toutes les ressources financières de mauvais aloi que notre première République a été obligée d'employer et que les Américains ont dû aussi mettre en usage dans leur dernière guerre. Je vous supplie de prendre vos précautions comme si ces malheurs devaient arriver, afin de ne pas vous trouver pris au dépourvu. Malgré les désastres déjà éprouvés par l'armée et ceux qu'elle va peut-être éprouver encore, je ne suis pas trop inquiet sur les résultats de la guerre, car il y a partout beaucoup d'entrain et la force des choses amènera, j'en suis convaincu, un changement dans les personnalités qui nous dirigent si mal. Il me semble, d'après ce que disent les journaux, que les Prussiens avancent lentement mais sûrement. Ils sont au moins 2 fois plus nombreux et bien mieux commandés que les troupes françaises. J'ai bien peur qu'on essaie de leur livrer bataille avant l'arrivée des renforts que l'on réclame. Malheureusement, il me semble que l'incurie est extrême. On le voit même ici à Mortain où tous les jeunes gens ne demandent qu'à partir et où il n'y a pas d'ordre et où la garde mobile ne s'organise pas. J'en ai des impatiences perpétuelles, mais je crois qu'à Paris j'en éprouverai beaucoup plus encore. Je me tourmente beaucoup à cause de vos affaires. J'ai peur que vous n'ayez de bien graves embarras et j'enrage de ne pouvoir rien faire à tout cela. Les dépêches multipliées que l'on publie ici ne signifient rien. On voit qu'elles ont surtout pour but de faire prendre patience, pour moi elles ne font que m'agacer. Je suis malgré cela fort content d'avoir amené mes enfants à Mortain, où je puis au besoin les laisser en sûreté. Vous allez trouver que je viens d'écrire beaucoup de mots pour dire peu de choses. Pourtant ces choses-là je ne fais que me les répéter dans la tête du matin jusqu'au soir. Je vous embrasse de tout cœur ainsi que la grand-mère. Votre frère affectionné. F. Fouquet. Louise Lecœur à Marie Fouquet 8, fragment de lettre. Paris, vendredi 12 août 1870.
Une bonne cliente, mais sans intérêt. Je trouve que le compliment était toujours gênant à recevoir, et je regrette bien de n'avoir pas écrit plus tôt sic, d'autant plus que je crois que la lettre était très bien. J'étais étonnée moi-même de ma politique. Aujourd'hui, il m'a écrit pour m'expliquer comment il n'a pas reçu ma lettre, cela était inutile. Joe écrit des lettres de plus en plus gentilles. Il se préoccupe des Prussiens et de toutes choses. Aujourd'hui il disait « Je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Enfin je voudrais tant être utile à quelque chose. » Madame l'évêque m'a écrit ce matin. D'après sa lettre, je crois qu'elle a un peu peur à Raucourt et qu'elle voudrait bien qu'on l'invitât à venir à Paris, mais je crois qu'elle ne court pas grand risque. Qu'est-ce que les Prussiens peuvent lui faire? Les filles sont-elles gentilles? Pense-t-elle à Paris? Tata est très sage toute seule. Cela n'est pas bien étonnant. Bébé ne s'amuse pas trop, elle a souvent l'air désœuvrée. Embrasse bien tous les enfants pour moi. Jo va écrire à Julien. Il a demandé son adresse. Embrasse bien Ferdinand, et fais mes amitiés à Mr. et Madame Fouquet. Je t'embrasse de tout cœur. Le cœur. Vous ai-je dit qu'Émile était toujours à Vincennes? Il devait venir dimanche. Avait la permission pour la journée, les hommes mariés avaient une permission de nuit. Il est resté un peu après les autres pour obtenir cette permission afin de pouvoir se reposer, et pendant ce temps l'ordre de les consignes est arrivé et depuis dimanche il... Louise Lecœur à Marie Fouquet, 9. Paris, samedi 13 août 1870. Ma chère Marie, je n'ai encore guère de temps pour t'écrire aujourd'hui. Maman a été assez bien. Elle s'est levée à 9h et tantôt, après avoir fait un tour dans le jardin, elle s'est couchée. Elle avait de la peine à revenir, mais maintenant elle est reposée et parle de se relever pour dîner. Voilà 3 jours que je cherche à voir Mister Blanche pour savoir s'il n'y a pas quelques travaux à faire pour la ville, mais pas moyen, il était pris de tous côtés. J'aurais bien fait de lui écrire le premier jour. Mister Cadar est à Paris et s'occupe des fortifications. Je viens de recevoir une lettre d'un ingénieur civil chargé d'un baraquement qui nous propose de la part de Mister Cadar de le faire, et qui donne rendez-vous avec lui pour demain. Les Prussiens cernent Strasbourg, mais j'ai eu la satisfaction de voir aujourd'hui qu'on avait pris ses précautions, du moins la banque. J'ai vu des garçons qui avaient été le chercher, et tous les sous que l'on donne aujourd'hui viennent de là. J'ai eu toutes les peines du monde à avoir cette monnaie. Il a fallu venir chercher un certificat du maire de notre arrondissement. J'ai perdu 4 heures de voiture. Nous avions renvoyé des ouvriers, mais à cause de la lettre de Mister Cadar, nous allons attendre. Ce baraquement se fera à Gennevilliers à côté de Saint-Denis. C'est joliment loin pour nous. Joseph demande décidément à revenir. Charles ira le chercher demain, et sera de retour lundi matin. J'ai reçu une lettre de Madame Levallois. Le beurre vaut 1,80 la livre à Cherbourg. Je crois inutile d'en faire venir, n'est-ce pas? Il vaut mieux l'acheter à Paris? Sais-tu à combien revient le porc? Combien vaut-il à Mortain? Tata est tout à fait sage comme une demoiselle. Nous avons fait nos provisions chez Potin sic. J'ai fait écrire au boulanger de Champs de nous envoyer de la farine lorsqu'il viendra en acheter pour lui. C'est du lard aussi qu'il faudrait. Est-il cher à Mortain? On pourrait acheter une moitié de cochon. Marie-Charles surtout car pour maman du lard ne vaudrait rien, mais j'en achèterai tout de même pour les autres. Peut-on encore penser à ces provisions de sang-froid? Les pauvres Strasbourgeois, je crois qu'ils n'ont pas de vivres. Il faudrait que tous les Parisiens qui le peuvent fassent comme nous, et que la ville s'approvisionne pour les autres sans quoi cela ne signifiera rien. Embrasse bien les enfants pour nous, embrasse bien Ferdinand et fais nos amitiés au bon papa et bonne maman. Je t'embrasse de tout cœur. Le cœur. Pas de nouvelles aujourd'hui jusqu'à 13h, du moins. Louise Lecœur à Marie Fouquet, 10. Paris, dimanche 14 août 1870. Ma chère Marie, je viens d'écrire à Madame Morin, je voulais écrire à Madame Levallois et à toi, mais je ne pourrai probablement exécuter tous ces projets, je suis vraiment trop fatiguée. Nous avons été entendre Mr. Coquerel, il nous a fait un tableau du champ de bataille, des blessés, de la souffrance, etc. que j'en suis brisée. Il n'a aucunement ménagé l'émotion de son auditoire. Il n'a pensé qu'à faire verser toutes les bourses dans celle des blessés, et il a réussi je crois.
Malheureusement, l'argent est bien loin, et les bourses ne montaient pas autant qu'ordinairement. C'est égal, je voudrais savoir ce qu'il a recueilli, quoiqu'il y ait eu moins de monde qu'en hiver et que ceux qui manquaient doivent être les plus riches. Nancy est envahie, mais il me semble qu'ici on se remue un peu plus. Le journal de ce matin était, il me semble, un peu remontant, c'est pourtant la cloche que j'ai lue. La lettre pour Mr. Lavaux est arrivée en retard. C'est le matin d'hier qu'il demandait. Malheureusement, parce qu'ils ont eu le temps de voir d'autres entrepreneurs qui feront peut-être l'affaire à notre place, car rien n'est arrêté d'avance, et chacun peut compenser différemment. Et puis la recevant à temps, j'aurais pu voir Mr. Cadar, tandis qu'aujourd'hui il était sur les travaux, difficile à rencontrer puisque c'est autour des fortifications. 2 ingénieurs sont chargés de ce travail, 2 jeunes gens qui paraissent ne rien entendre du tout. Je voudrais le faire parce que je suis comme Joseph, je voudrais faire quelque chose. Cette grande occupation me distrairait un peu de l'incertitude fatigante. Maintenant il est temps de te souhaiter ta fête. Je te la souhaite donc de tout cœur en t'embrassant. Je charge Julie, Catherine, Emma et Juliette, voire eux-mêmes le père, de te souhaiter et de t'embrasser pour moi. Maman va aujourd'hui tantôt bien tantôt mal. Nous venons d'avoir la visite de Madame Klein et de Jeanne. Les bosses ne sont pas partis, le père est venu chercher le petit et les bosses attendent. Je t'embrasse de tout cœur, embrasse pour moi Ferdinand et les enfants, Mr. et Madame Fouquet. Le cœur. Maman te souhaite une bonne fête. La marguerite est envoyée par Marie Fouquet à Marie-Charles Lecoeur, 11. Mortain, dimanche 14 août 1870. Ma chère Marie, je commence à te souhaiter une bonne fête pour nous, et pour les enfants. Julien aurait pu le faire lui-même, mais il s'y est pris trop tard et comme je sais le temps qu'il lui faut pour écrire une lettre, je ne veux pas qu'il commence maintenant. Catherine se contentera de t'envoyer une petite fleur. Louise me dit que maman est un peu mieux, je compte bien que tu m'en donneras aussi quelquefois des nouvelles. Embrasse-la bien pour nous tous et dis-lui que les enfants sont assez sages et qu'ils pensent bien à elle. Louise me dit aussi que Joseph écrit des lettres de plus en plus gentilles, pour n'en pas perdre la bonne habitude, qu'il nous écrive donc puisqu'il doit venir demain. On est ici très préoccupé de la guerre. Les jeunes gens s'apprêtent pour partir mais ils ne reçoivent pas d'ordre. Ils demandent qu'au moins on leur apprenne l'exercice en attendant les armes et les habits. Ils cherchent quelqu'un de bonne volonté pour être leur instructeur. Il paraît que dans les départements des environs, ils ne sont pas plus avancés pour la mobile. Si on ne se dépêche pas plus que cela, tous ces préparatifs seront inutiles. Catherine veut que je te dise que son bon papa et sa bonne maman la trouvent très sage. On m'écrit aussi que Tata est charmante, une vraie demoiselle. Fais-en-lui bien mes compliments et dis-lui que je compte sur elle pour donner un bon exemple aux petits. Tout le monde ici s'informe de vous tous, et vous envoie des compliments. Nous nous sommes promenés tous les jours depuis notre arrivée, mais nous n'avons pas fait encore de longues promenades. Dis à Marie que nous lui souhaitons une bonne fête, et que j'espère que mieux que Marthe encore, elle sera prête à notre retour à donner beaucoup de bons exemples. Sa petite Juliette pense à elle et fait toutes ses exclamations quand on parle d'elle. Embrasse-les tendrement tous 3 pour moi. Embrasse aussi de notre part Charles, Louise et Jules. Adieu ma bonne Marie, je t'embrasse de tout mon cœur comme je t'aime. Ta sœur et amie. Marie. Louise Lecoeur à Ferdinand Fouquet, 12. Paris, dimanche 14 août 1870. Mon cher Ferdinand. Je vous ai peut-être un peu exagéré, le mauvais état des affaires. J'avais reçu l'impression de Mr. Lefebvre sic pour Lefebvre, qui lui-même est un peu revenu de sa première frayeur. Mr. Noël, un autre banquier que j'entendais causer avec lui, sont beaucoup moins effrayés, sic. Ils ont même beaucoup plus de confiance que moi car ils ne craignent que les Prussiens et espèrent beaucoup en leur séparation prochaine, tandis que moi, je crois que n'importe comment cela tournera avec les Prussiens, nous aurons une révolution. Il est impossible que nous conservions ce gouvernement. Les affaires iront très mal, c'est certain, mais je ne me tourmente pas outre mesure. Ce n'est pas le moment de faire rentrer son argent, il faut attendre au contraire et je ne puis penser mettre de côté du numéraire si le papier-monnaie arrive, il faudra le recevoir mais aussi on paiera avec. Pour le moment je suis plus impressionné de la guerre, de tout ce qui s'y passe que je ne me préoccupe pas beaucoup des affaires. Cependant je regrette beaucoup ce baraquement que nous ne faisons pas.
Un autre constructeur a proposé, il paraît, un moyen plus économique que le nôtre et peu seront. Mr. Kadar quitte Paris. Il va à l'armée, sans quoi nous aurions fait celui-là ou un autre, mais je n'ai pas l'idée de me proposer à d'autres sans être connu du général ou de ceux au-dessous de lui. Je n'obtiendrai rien, une femme ne leur inspirerait pas confiance. J'étais pourtant disposé à leur achever cela vite et bien. Je suis comme Joseph, j'ai envie de faire quelque chose. Quand Paris aura trop de blessés, je vous appellerai pour organiser avec moi une ambulance. La Société internationale a publié qu'elle ne voulait pas de charpie ayant des dames pour en faire. Ceci a empêché tout le monde de s'y mettre et l'intendant s'en manque. Madame Ibry et Louise sont venues tout à l'heure. Émile est à Saint-Denis. Mr. Pelletier est à son bureau malgré le 11 août. Il va rester sans un employé et les manufactures de cigares vont faire des cartouches. Les poudrières de l'État pour le commerce vont en faire pour la guerre. Nous avons un petit avantage aujourd'hui, mais je ne crois pas que cela soit grand-chose. Mr. Darras qui est à Metz est tout à fait découragé. Moi, je n'espère qu'en Paris. Il me semble qu'ils viendront jusque-là et qu'alors nous en viendrons à bout. Pourquoi, je ne le saurais trop le dire et surtout ce serait trop long, mais voilà mon impression. Vous qui n'aimez pas les bavardages et les lettres griffonnées, vous voilà bien servi. Je suis vraiment un peu désorganisé. Je l'étais déjà bien avant, mais Mr. Coquerel m'a achevé. Je ne suis pas remise encore du sermon d'hier. Joseph est revenu ce matin. Il a bonne mine. Charles n'est resté que 2 ou 3 heures à Saint-Aubin. Nous n'avons pas reçu ce matin ni hier soir de lettre de Mortain. Marie nous en annonçait pourtant une pour Marie-Charles. Maman a été assez bien, aujourd'hui. Elle a invité Marie-Charles à dîner avec les siens, à cause de sa fête. Elle a été au pêcher avec Joseph, a été contente de la visite des dames Ibry. Embrassez bien Marie et les enfants. Mon cher ami, je vous embrasse de tout cœur. Lisez dans le siècle du 13-14-15 un ordre du jour de Hoche. Lecœur. Ferdinand Fouquet à Louise Lecœur 13. Mortain, lundi 15 août 1870. Ma bonne chère Louise. Il me semble qu'il y a amélioration dans la situation. Pour moi, je me sens un peu moins découragée. Les mesures qui viennent d'être prises me paraissent sages et surtout j'ai été enchantée de voir les pouvoirs militaires concentrés entre les mains de Bazaine. Je ne crains qu'une chose, c'est qu'on n'ait que des mauvais fusils à mettre entre les mains des nouveaux soldats. Enfin, on paraît se remuer, et ce n'est pas dommage. À Mortain jusqu'à présent, nous n'avons d'autres dérangements dans nos habitudes journalières que ceux qui sont causés par l'arrivée et la publication des dépêches. J'éprouve toujours une certaine émotion quand j'entends battre le tambour, bien que les roulements se fassent entendre 3 ou 4 fois chaque jour et qu'on attende toujours avec impatience la publication des nouvelles. C'est surtout la nuit quand on est réveillé par le tambour que l'on éprouve sans le vouloir une émotion assez forte. Hier soir on nous a réveillés ainsi à 11 heures. Je me suis levée et mis à la fenêtre en chemise. J'étais tout effrayée, mais je suis rentrée bien vite en maugréant lorsque j'ai entendu le contenu de la dépêche dans laquelle on disait simplement qu'il avait cessé de pleuvoir sur Metz. La mobile commence à s'organiser à Mortain. Les jeunes gens de la ville font l'exercice depuis 3 jours à la gendarmerie. Enfin, on a annoncé hier que jeudi prochain tous les mobiles de l'arrondissement allaient venir se réunir à Mortain. Ils sont 2500. Je ne sais comment on va faire pour les loger, car la ville ne contient guère plus de 400 maisons. On dit que chaque habitant aura en moyenne 4 conscrits à loger, et le reste sera installé dans les bâtiments du séminaire dont les élèves sont en vacances. Si ces mobiles font autant de tapage que ceux de Paris, et la chose est probable, car à Mortain le cidre et l'eau-de-vie ne coûtent pas cher, la pauvre ville va être joliment en désarroi. On ne sait pas pendant combien de jours, les mobiles y séjourneront. J'aurais bien voulu assister avec vous au sermon de Mr. Coquerel. Je comprends l'impression qu'il a dû faire sur ses auditeurs s'il s'est laissé à toute la chaleur de son éloquence, et j'espère qu'il aura recueilli une riche collecte. Je voulais dans ma précédente lettre vous dire de mettre 10 francs à la quête de ma part. S'il en est encore temps, veuillez réparer cet oubli. Veuillez, je vous prie, m'envoyer par la poste une carte de l'arrondissement de Mortain que j'ai laissée dans notre chambre à Paris. Nous vous embrassons de tout cœur ainsi que la grand-mère, etc. Votre frère dévoué. F. Fouquet.
Louise Lecoeur à Marie Fouquet, 14. Paris, mardi 16 août 1870. Ma chère Marie. Ma lettre d'hier pour Ferdinand n'a pas été mise à la poste. Mesdames Ibry m'avaient empêché de l'écrire pour l'heure, et je n'ai eu personne pour la faire mettre à la poste au chemin de fer. On nous a affiché aujourd'hui une dépêche annonçant une victoire, mais cette dépêche n'avait rien de certain. J'ai vu le maire du 8e qui était en train de la faire copier, et qui était très contrarié de la faire afficher, mais elle avait été affichée à l'Élysée et une foule encombrait la mairie menaçant même d'envahir les bureaux en réclamant la dépêche. Je suis arrivée à l'hôtel de ville comme on l'affichait. Il y avait une foule très grande, mais voyant que la nouvelle n'était pas certaine, la foule s'écartait silencieusement. Mister Blanche trouvait aussi qu'on aurait mieux fait de ne pas la publier, si cela allait faire comme le certain samedi. Mister Blanche m'a adressé à l'intendant général pour voir s'il y avait des travaux à faire, et nous avons ensemble proclamé la République, pas avec l'intendant. J'ai été à la Société internationale voir s'il leur fallait encore des troncs, savoir comment arranger le linge, etc. Ces dames m'ont dit qu'il ne fallait pas faire de charpie à moins qu'elle ne soit parfaitement faite avec du linge pas trop vieux et les fils bien arrangés de même longueur. Les médecins n'en voulaient pas. Il fallait surtout des carrés de 0,15 à peu près, donc il est inutile de me chercher spécialement du très gros linge puisque ce n'est pas absolument nécessaire pour le linge fenestré, elle réclame auprès des compresses. Enfin si tu trouves du vieux linge, achète-m'en. Maman est un peu fatiguée, tantôt elle s'est recouchée. Charles-André arrive et me dit que la dépêche est déclarée inexistante. Je m'attends alors à ce que ce soir on nous annonce une défaite. Céleste est restée avec nous dimanche et hier, sans autorisation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.